Bonjour les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, dans le cadre de ce podcast, nous allons voir plusieurs sujets. Et le contenu sera bien plus court que le précédent, parce que je l'ai trouvé long, un peu laborieux et un peu indigeste. Je prenais mes marques dans la dynamique du podcast, et j'en ai tiré des leçons, soit le fait de condenser et de construire un petit peu mieux mes propos. Et pour cela, je n'ai pas trouvé meilleure méthodologie que les post-it. Les points que nous allons voir ensemble aujourd'hui sont les suivants. Les gilets jaunes travaillent. C'est ce que les porte-paroles ne cessent de répéter. Et cela me pose un problème dans la mesure où ils pourraient donner le sentiment aux personnes qui sont en situation de chômage ou de handicap ou qui ont rencontré un accident de vie, que ce soit psychologique, moral ou physique. Ensuite, nous allons nous attarder sur un sujet un peu plus global qui regroupera donc l'idiocratie, la prise de pouvoir, la capacité de remise en question, prendre une situation pour acquis, et qu'est-ce qui génère aujourd'hui, à travers le prisme du 2.0, le buzz et la notoriété. Et vous comprendrez bien que ce point est quelque part en complément de ma précédente vidéo concernant les différentes personnalités qui émergent au sein du mouvement, du moins qui gagnent en popularité, en notoriété et en audience. Ensuite, j'ai pensé à un petit bonus, ça c'est juste pour le kiff, et je vous laisse découvrir, je ne vous spoil pas, vous allez voir. Je vais également survoler le sujet du fanatisme, pour qu'on puisse un peu mieux comprendre la mécanique qui amène une personne à devenir fanatique, et le dernier point traitera des villages abandonnés en France, concernant ma piste de réflexion autour d'une proposition quant au fait de pouvoir réinvestir nos campagnes, les espaces ruraux, mais pas seulement. Donc c'est parti, je vais faire un condensé pour que ce soit le moins long possible et le plus digeste. Voilà. Donc bonne écoute, bon podcast. Premier sujet. Les gilets jaunes travaillent. C'est quelque chose qu'on entend souvent de la bouche des porte-paroles, mais pas seulement, aussi des manifestants, pour justifier ou pour défendre les différentes attaques dont on fait l'objet. Soit le gilet jaune feignant, soit l'image du gilet jaune feignant qui n'a que ça à foutre d'aller manifester. Et puis de faire chier son monde, hein. C'est comme ça qu'ils mettent en avant en tout cas. Et cela peut poser problème, où l'on met uniquement en avant cela, soit le fait que les gilets jaunes travaillent. Et cela peut rester péjoratif pour ceux qui ne travaillent pas. Parce qu'en disant cela, il se justifie que les gilets jaunes ne sont pas feignants. Donc en disant qu'ils ne sont pas feignants, cela implique que ceux qui ne travaillent pas le sont. Cela repose sur la capacité de se mettre à la place de l'autre, de faire preuve d'empathie. Et il ne faut pas non plus oublier que les chômeurs représentent tout de même plus de 8% de la population française. Donc fatalement, dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a des chômeurs. Et il ne faudrait pas créer involontairement une forme de complexe, une forme de honte face au fait de ne pas être actif. Parce que c'est assez dur comme ça. La société nous le rappelle constamment, nous mettant dans la case des profiteurs, des personnes qui ne sont pas à la hauteur de la situation, des feignants et des personnes qui sont en situation d'échec. Mais qu'est-ce qu'est l'échec? Qui est légitime à déterminer ce qu'est l'échec, ce qu'est la réussite? Si on base notre point de vue à travers le prisme du matérialisme, en effet, nous pouvons partir du principe que la réussite se cantonne au travail. Et donc, pour appuyer mon propos concernant le travail, je vais me reposer sur les discours de André Comte-Sponville, qui parle donc du travail, de la valeur morale du travail et de la quête du bonheur. Et je souhaite évoquer cela pour offrir à celles et ceux qui seraient donc dans une situation soit de chômage, soit de handicap, ou en tout cas qui, du point de vue de la société, est inactif, est une personne qui ne produit pas, donc une personne qui ne sert à rien. Et nous allons comprendre ensemble que cela est totalement erroné. Et donc nous allons comprendre qu'en effet le travail n'est pas une valeur morale. Que le fait de ne pas travailler ne vous qualifie pas en tant qu'individu. Et je vous parle de ça en effet pour vous offrir les outils de la compréhension
et pouvoir peut-être vous émanciper du poids et du regard de la société qu'a sur vous concernant votre position, au cœur du système, au cœur de la société. Donc l'humain ne cherche pas le travail, mais le bonheur. L'entreprise ne cherche pas le travail ni le bonheur, mais le profit. Donc, aucun des deux ne cherche le travail pour le travail. D'ailleurs, il ne faut pas négliger le sens du mot travail. Pour comparaison, une salle d'accouchement, nous l'appelons une salle de travail, car c'est quelque chose de pénible. Et le travail n'est pas une valeur morale. C'est ce que prouve le 1er mai, les vacances et les salaires. Le travail en lui-même ne vaut rien. C'est pourquoi on le paye. Il n'est pas une valeur morale, c'est pourquoi il a une valeur marchande. Il n'est pas un devoir, c'est pourquoi il a un prix. Et la morale au sein du travail ne motive pas. C'est l'idée d'accéder au bonheur en prenant le travail comme un moyen d'accéder au bonheur qui nous motive. Donc pour vous les amis, qui êtes dans une situation difficile, félicitations pour votre courage. N'ayez pas honte d'être démoralisé, d'être triste. N'ayez pas honte de pleurer. Et sachez que votre condition, à travers le prisme de cette société et des personnes qui tentent de vous rabaisser à travers ça, ne vous qualifie pas. Ce qui vous qualifie, c'est vos principes, c'est vos valeurs morales, dont le travail ne fait pas partie. C'est vos actions, c'est vos hobbies, c'est vos passe-temps, c'est vos talents, c'est votre passé, c'est votre enfance, c'est vous-même, et c'est le présent. Il y a une phrase qui dit d'ailleurs, le passé est derrière nous. De ce qu'il se passera demain, nous n'en savons rien. Mais aujourd'hui est un cadeau. Et c'est pour cette raison qu'on l'appelle le présent. Donc ne vous laissez pas conditionner par ce qu'on pourrait penser de vous. Essayez de cultiver vos qualités, essayez de les admettre, essayez d'admettre que vous êtes une bonne personne, que vous avez de la valeur, que vous n'êtes pas des moins que rien. Vous n'êtes pas des moins que rien. Apprenez à vous aimer. Et apprenez à vous aimer en vous émancipant du regard des autres. Sans quoi vous serez éternellement esclave de leur regard. Et c'est une très bonne transition pour évoquer l'idiocratie, la prise de pouvoir. Qu'est-ce qui séduit? Qu'est-ce qui génère du buzz? Qui sont ces personnes influentes qui émergent autour de ces axes-là, autour de ces leviers? Ces mêmes personnes qui deviennent donc esclaves du regard des autres. Qu'est-ce qui les a amenés à ça? Et pour cela, je vais me reposer une nouvelle fois sur un discours de André Comte-Sponville dont je vais m'inspirer en le réadaptant. Et je vais donc vous raconter la courte histoire d'un enfant qui pense découvrir le bonheur. Et pour cela, je vais parler à la première personne. J'ai réalisé que je voyais, lorsqu'à l'âge de 6 ans, j'ai rencontré un adulte non-voyant. Je conscientisais alors le fait de voir, le fait d'avoir la capacité de voir. Alors j'ai essayé de comprendre ce que ça faisait d'être aveugle. J'ai donc fermé les yeux très fort et j'ai essayé d'avancer le plus loin possible. Je me suis rendu compte que c'était terrible et insurmontable. Et je me suis dit que si cette personne retrouvait la vue, qu'elle serait heureuse. Qu'elle serait heureuse de voir de nouveau. Et moi qui ai la vue, moi qui peux voir le monde, je devrais donc être heureux comme un fou. Je ne pouvais qu'être heureux parce que je voyais. Et c'est là que j'ai mis du sens au bonheur. C'était mon idée du bonheur. De pouvoir voir, alors que d'autres ne le pouvaient pas. Mais ça n'a pas marché.
Ça n'a pas marché, car être aveugle est une tragédie. Alors que de voir n'a jamais suffi au bonheur, puisqu'elle est acquise, et que la vue ne nous manque pas. Et j'ai alors compris que la vue ne pouvait faire le bonheur que d'un aveugle. Donc voilà, je me suis reposé sur les discours de André Comte-Sponville, que j'ai réadaptés. Et donc cela soulève plusieurs points, comme le fait de prendre pour acquis quelque chose, ce quelque chose qui ne nous manque pas, qui de ce fait peut nous mettre dans une position de ne pas mesurer la chance que nous avons. Parce qu'en effet, ces mêmes personnes qui se positionnent en tant qu'influenceurs, avec la responsabilité que cela implique, encore une fois, dont ils ne peuvent pas s'émanciper, ou alors en tout état de cause, car lorsqu'on avance dans l'ignorance, nous avons donc l'excuse de ne pas savoir. Mais à partir du moment où l'on sait et qu'on continue dans cette voie, c'est en tout état de cause que l'on agit. Je vais évoquer une seconde phrase qui est de David Bohm. La réalité est ce que nous prenons pour être vrai. Ce que nous prenons pour être vrai est ce que nous croyons. Ce que nous croyons est fondé sur nos perceptions. Ce que nous percevons dépend de ce que nous recherchons. Ce que nous recherchons dépend de ce que nous pensons. Ce que nous pensons dépend de ce que nous percevons. Ce que nous percevons détermine ce que nous croyons. Ce que nous croyons détermine ce que nous prenons pour être vrai. Et ce que nous prenons pour être vrai est notre réalité. Et cela soulève aussi la capacité de remise en question. Quelle est notre perception du vrai? Et si elle se qualifie par rapport aux personnes qui nous entourent et qui pourraient déterminer notre perception, ce que nous croyons, ce que nous prenons pour être vrai, qui déterminerait notre réalité. Voilà pourquoi je parle de responsabilité quant aux influenceurs. Donc là, on peut dire que nous sommes un peu dans de la philosophie. Mais encore une fois, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, nous n'avons pas des millénaires d'humanité pour nous comporter comme des idiots. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à visionner le film Idiocratie, qui nous offre des pistes sur les possibilités d'avenir que nous pourrions avoir si nous continuons d'avancer dans ce sens. Car aujourd'hui, l'idiocratie séduit. Et je précise notamment que je détourne quelque peu le sens même du terme idiocratie. Car une idiocratie, c'est un peuple qui est gouverné par des idiocrates. C'est un peuple qui est gouverné par une poignée de personnes qui n'est pas à la hauteur de la situation, qui n'est pas assez intelligente, qui sont idiots. Là, j'utilise le terme idiocratie pour globaliser la bêtise humaine. Et l'idiocratie fait vendre. La bêtise fait vendre. Et cela soulève une question. Une question que devraient se poser les influenceurs, ceux qui séduisent. Si nous partons du principe qu'à travers le prisme du 2.0, seule l'idiocratie fait vendre, ou du moins l'idiocratie fait plus vendre que l'intelligence, cela implique de devoir se poser les bonnes questions quant à l'image que l'on renvoie. Et donc on va voir ce qui fonctionne le plus sur YouTube. Les vlogs. Ça tombe bien. Si vous voyez de qui je veux parler, Mika, anciennement Mika Vlog. Donc bref, j'avance. Le Get Ready With Me. Pardonnez mon accent, j'en ai conscience. C'est une vidéo pendant laquelle on suit un moment de préparation d'un youtubeur dans sa journée. Le chit-chat. Lorsque les youtubeurs parlent de tout et de rien ou d'un sujet qui leur tient à cœur. Le story time, le partage d'anecdotes. Le challenge. Et vous aurez compris. Le Viral Dance Challenge, idem. Les tags, liste souvent prédéfinie de questions ou de tâches auxquelles le youtubeur doit se soumettre. Donc vous voyez là, c'est que des trucs un peu en mode lifestyle, en mode divertissement, voilà. C'est le divertissement qui plaît. Enfin, il y en a encore beaucoup, hein, le MTease, dans ses vidéos, ce sont souvent des youtubeuses beauté qui donnent leur avis. Le YouTube Poop, détournement de vidéos YouTube plus ou moins connues, pour en faire des sortes de parodies. Le Disturbing Kids vidéo YouTube qui mettent en scène des héros pour enfants. Le putaclic,
que vous connaissez très bien. Donc voilà ce qui fait vendre. Et je parle de ça aussi notamment parce que il y a donc des groupes d'influenceurs qui se fédèrent et il faut faire attention aux effets de groupe. Donc pour l'effet de groupe, je vous laisse aller vous renseigner si vous le souhaitez. Mais là, nous allons nous attarder sur les techniques d'évitement de la pensée du groupe. Et ce sont des méthodologies basées sur de la psychologie qu'il ne faut pas négliger. Si les personnes qui forment des groupes ne font pas preuve de méthodologie, dans ce cas, ça part en freestyle et c'est la porte ouverte aux déviances, aux erreurs et aux égos. Et lorsque nous sommes en groupe, c'est comme dans le cadre d'une société ou d'un projet, il faut déterminer le rôle de chacun. Pour ma part, je prône une horizontalité, mais cette horizontalité, je la prône dans le respect et la considération de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut un minimum hiérarchiser la position de chacun, non pour être au-dessus de l'autre, mais pour porter à bien des projets communs, en termes de méthodologie d'action, en termes d'efficacité, que ce soit concernant le projet en lui-même ou humainement parlant. Et donc il y a plusieurs mécanismes d'ordre pragmatique qui sont préconisés pour éviter l'emprise de la pensée du groupe. Parce qu'en effet, l'effet de groupe crée une forme d'emprise dans laquelle nous pouvons nous enfermer. Et cela rejoint notamment l'approche du fanatisme, sujet sur lequel je terminerai. Les résultats qu'ils obtiennent doivent être cependant évalués en fonction de la capacité et de la liberté d'expression qu'ils sont censés favoriser. Premièrement, placer la responsabilité et l'autorité de la prise de décision finale dans les mains d'une seule ou plusieurs personnes vers laquelle les autres se tournent pour avis. Et petite parenthèse, sachez que ce mécanisme, cette méthodologie, peut être modulable pour s'adapter aux différentes énergies, aux différentes dynamiques d'un groupe. Deuxièmement, présélectionner une personne qui aura le rôle de s'opposer à toute suggestion présentée, aidant ainsi les différents membres du groupe à présenter leurs propres idées et mettant en évidence les défauts de raisonnement des autres. L'identification du rôle de cette personne permet de limiter la stigmatisation associée avec le fait d'être le premier à prendre une position négative, soit le fait de faire l'avocat du diable. Troisièmement, mettre à disposition un moyen anonyme de rétro-contrôle, soit feedback, boîte à idées, discussion anonyme en ligne. Les points de vue négatifs ou dissonants peuvent ainsi être exprimés sans que l'individu soit identifié. De cette façon, le capital social du groupe est préservé, puisque tous les membres du groupe ont autant de chances d'être à l'origine du désaccord. Donc, quatrièmement, de temps en temps, il est nécessaire de mettre en place une division du groupe en 2 sous-groupes, qui travaillent séparément pour confronter ensuite leurs résultats. Cela permet en effet d'apporter des nuances, des points de vue différents. Cinquièmement, il est utile de faire exister d'autres groupes ou experts qui travaillent en parallèle sur le même problème, toujours dans cette dynamique de nuances. Et sixièmement, pour finir, en dernier recours, et si il est possible, prendre ses distances lorsqu'on a conscience de la domination de cette pensée au sein d'un groupe afin d'éviter de se corrompre. Ce que je dis est crucial. Il serait fort dommage que les personnes qui se positionnent comme étant des influenceurs, comme se nourrissant de leur notoriété, en se nourrissant notamment de ce narcissisme que cela crée, que cela génère, en devenant en effet prisonniers et esclaves du regard des autres, qui plus est en se fédérant en groupe, doivent réfléchir très sérieusement aux techniques d'évitement de la pensée de groupe. Sans quoi cela fait de vous des personnes ultra prétentieuses, envers lesquelles nous ne pouvons accorder aucune confiance. Et dans ma dernière vidéo, j'évoquais des termes du genre nous ne sommes pas dans une cour de récréation, puisque lorsque j'évoquais le bref échange que j'ai eu avec Mika, j'ai eu le sentiment profond de discuter avec un adolescent. Un vrai combattant, un vrai révolutionnaire est une personne qui a la capacité
de ravaler son orgueil et de taire son ego pour le bien commun. Et en effet, en invitant le porteur d'une critique à aller baiser sa maman, cela ne montre qu'une chose, son incapacité à gérer ce genre de situation. J'aurais pu le faire. Mais je connais pas les paroles en allemand. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Français, espagnol, anglais. Ta gueule, 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 ferme ta putain de gueule, ferme ta putain de gueule, ta gueule. Et je vais terminer donc sur le fanatisme, puisque cela va boucler la boucle. Je voulais évoquer également les villages abandonnés, tellement surface que dans un premier temps, si vous le souhaitez, je vous invite à taper « village abandonné en France » sur votre moteur de recherche, pour dans un premier temps, prendre connaissance de l'ampleur de l'exode rural par exemple, et des possibilités que cela peut nous amener. Car en effet, il serait intéressant de réfléchir à l'idée de rentrer en action, plutôt qu'en effet de parler et de parler et de continuer de parler de choses qui ont été déjà dites maintes et maintes fois, généralement mieux dites, et plutôt que d'avoir cette prétention de vouloir se réapproprier cela pour le transformer en une forme de bouillie indigeste, il serait selon moi plus intéressant et plus constructif d'utiliser ces connaissances, ces brides de connaissances, pour les transformer en des pistes de solutions. Et concernant la quête de connaissances et de vérité, la quête de l'éveil des consciences, nous pouvons offrir les outils permettant de faire ce chemin-là. Et c'est tout à chacun de faire ce chemin-là. Et selon moi, il est très prétentieux, en effet, d'assommer les gens pendant 1h30, 2h30, avec des sujets bien précis, qui sont très intéressants et importants, mais qui, encore une fois, ont été déjà évoqués, et de meilleure façon. Alors oui, on peut partir du principe que c'est toujours bon de le rappeler. Mais un rappel ne dure pas 2h30, où une poignée de personnes, dans un effet de groupe, vont se porter les uns les autres dans cette forme de narcissisme constant, créant également de ce fait le fanatisme. Car je peux même faire le parallèle avec la quête du bonheur et du manque. C'est-à-dire que votre communauté, que vous allez mettre dans la position de ceux qui aimeraient se faire entendre, vous les mettez donc de ce fait dans la position du manque. Donc ils sont dans une quête de reconnaissance, de vouloir se faire entendre, de vouloir se faire aimer de vous. Et encore une fois, si tout cela vous souhaitez vous en émanciper, bien vous en fasse. Parce qu'il ne serait pas étonnant que vous preniez ça à la légère. Et donc, si vous ne souhaitez pas prendre cela en compte parce que vous partiriez du principe que c'est quelque chose de l'ordre de la fabulation, je trouverais ça étonnant, vous qui dénoncez des théories du complot. Parce que vous seriez à même de vous autoriser à croire, par exemple, des rituels sataniques au sein de la franc-maçonnerie. Et là, je n'émets aucun avis personnel, c'est-à-dire que je fais une comparaison. C'est-à-dire que vous êtes prêt à croire cela, tout en rejetant mon propos, qui lui se repose sur des études et des analyses. Et en effet, ce n'est pas un avis personnel par rapport à la franc-maçonnerie, ce n'est qu'un exemple, puisqu'en effet, c'est un sujet que je connais très bien, mais avec lequel je ne vais pas vous assommer. Je vous invite d'ailleurs dans votre quête de vérité et d'éveil de conscience, si vous le souhaitez, évidemment, puisque tout le monde n'est pas à même de vouloir ressentir l'envie ni le besoin de se cultiver autour de ça. D'autres peuvent le faire à notre place aussi, hein. Puis chacun a son utilité, chacun a ses qualités. Chacun peut apporter quelque chose au mouvement avec les outils qu'il a. Mais si vous souhaitez vous renseigner sur le sujet, Alexandre Le Breton en parle très bien. Et il en parle très bien notamment en mettant en avant des vidéos qui traitent du sujet. Mais il n'y a pas que lui, hein. Donc le fanatisme. Le fanatique refuse l'altérité, le doute, le tiers et la différence pour acter que l'enfer c'est l'autre. Donc forcément que le problème vient des autres.
Il vit dans un monde exclusivement binaire, avec les bons d'un côté et les méchants de l'autre, tout en se protégeant avec des frères et des clones repliés sur eux-mêmes, comme dans une secte où chacun colle à son semblable pour se rassurer sur son existence et la vérité du dogme. Je pense que cela résume parfaitement la situation. Et je m'arrêterai donc là-dessus. Je souhaitais faire un podcast court avec des axes de pensée concrètes. Et si vous souhaitez que je creuse certains sujets, n'hésitez pas, je le ferai avec plaisir. Sur ce, j'espère sincèrement que vous allez bien. Pour ceux qui traversent des périodes difficiles, courage à vous. Soyez indulgents avec vous-même. Ce n'est pas de votre faute. Et même si vous seriez tenté à le penser, les problèmes que vous rencontrez ne sont que la somme d'événements sur lesquels vous n'aviez aucun contrôle. Car nous ne pouvons estimer la difficulté d'un moment, la douleur d'une conséquence, qu'à partir du moment où nous la vivons. Et je vous souhaite beaucoup de courage. Et je pense notamment à toutes ces personnes qui sont en situation de chômage, mais aussi les personnes qui sont en situation de handicap, notamment les personnes qui ont un handicap qui n'est pas visible physiquement, attirant fatalement le jugement de l'autre. Et je pense donc à toutes les personnes qui rencontrent des difficultés. Courage et force à vous. Pour les autres, de très belles pensées. Paix sur vous, les amis. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Jeffrey. Et je vous dis à très vite.